Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Soccer, une nouvelle émission cette semaine. On va faire le tour de l'Amérique du Nord et des championnats pour voir un petit peu où en sont chaque championnat dans leur stratégie pour revenir un petit peu sur le devant de la scène alors que le déconfinement est en approche en Europe et en Amérique du Nord il ne saurait tarder. J'imagine. On est très heureux de vous avoir eu pendant toute cette période compliquée de notre podcast. On a réussi à parler de plein de sujets différents et j'espère que vous avez bien aimé, ainsi que nos interviews avec différents acteurs du soccer nord-américain. Et aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler de MLS, mais aussi de Canadian Premier League, de NWSL. Donc pour m'accompagner, tout d'abord, le co-animateur, co-rédacteur en chef de Culture Soccer, Anthony de Varenne. Bonjour Anthony. Bonjour Antoine, ça va bien? Ça va très très bien et toi? Ça va très bien, merci. On est accompagné avec également de Daniel Cameron qui va nous parler de Canadian Premier League. Ceux qui suivent CS Alerab, notre deuxième podcast sur la Canadian Premier League, le connaissent très bien. C'est notre spécialiste CanPL. Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va, merci Antoine, et toi? Salut tout le monde. Ça va très très bien, on est ravis de t'accueillir sur ce podcast. Ça fait longtemps que tu n'étais pas passé sur le podcast, on va dire mère un petit peu, le Global Culture Soccer. Et on est également accompagné de Elodie Touzet qui est notre spécialiste North Women's Soccer League, donc tout ce qui est soccer féminin en Amérique du Nord. Bonjour Elodie, comment ça va? Ouais, bonjour, merci. Et vous, tout le monde, hein? Ça fait longtemps? Ça fait très longtemps, en effet, depuis la Coupe du Monde féminine, je crois que tu n'étais pas passé sur le podcast. Et ta ligue est probablement la première à jouer en Amérique du Nord, donc on va en parler un petit peu avec toi et avec les autres. Mais tout d'abord, je voulais donner un peu de news de la MLS, puisqu'avec Adi et Anthony, il y a 2 semaines, nous avions parlé un petit peu de comment la ligue voulait revenir en action. Et il faut le dire, il y a eu plusieurs problèmes, notamment les joueurs qui n'étaient pas très d'accord pour rester 2-3 mois dans un tournoi estival à Orlando, à cause des températures, du temps en confinement, sachant que, voilà, pour rappel, devait y avoir toutes les équipes de la MLS enfermées dans un complexe avec bien sûr le staff et les médias. Et finalement, ce temps devrait être réduit à 6 semaines, 2 semaines d'entraînement, puis 4 semaines de matchs compétitifs avant d'avoir une sorte de play-off. Mais voilà, le problème est encore qu'on ne sait pas si les joueurs seraient d'accord. Apparemment, il devait y avoir aussi des réductions de salaire qui ne seraient peut-être pas faites. Anthony, on en avait parlé il y a quelques semaines. Est-ce que pour toi, une solution plus courte serait optimale pour les joueurs de MLS? Oui, je crois que c'est un peu plus sensé là. Voir des équipes 3 mois de temps à la même endroit, pas le droit de sortir et tout, ça pourrait à un moment non seulement abîmer leur santé physique, mais également leur santé mentale. Et je pense que c'est tout aussi nécessaire pour avoir du bon soccer. Là. C'est sûr qu'on n'aurait pas des joueurs 100% motivés, sans leur famille, sans leurs proches et tout. Donc, je pense que raccourcir le temps de confinement sportif, je pense que ça va être optimal pour la Ligue et même pour nous, parce que les matchs qu'on va voir, ça va être vraiment peut-être des matchs plus de qualité que si les équipes seraient pendant 3 mois dans un hôtel confiné là, vers la fin. On sentirait que peut-être les équipes auraient envie d'être éliminées, là. C'est fort possible, ouais. Et une question, en tout cas, moi, que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer après ce tournoi? Est-ce que ça va compter comme la fin de la saison MLS? Mais vu qu'elle dure normalement jusqu'en octobre-novembre, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que la saison régulière va recommencer ensuite ou pas? C'est un peu étrange comme situation. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, ce que devrait faire la MLS après ce mini-tournoi. Rendu là, je pense que c'est vraiment qu'ils ont juste hâte de voir leurs joueurs en action. On avait une saison à faire et malheureusement, elle a été mise sur pause. Donc, je pense qu'en premier lieu, ils vont faire le tournoi. Ils vont sûrement voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est une sorte de test. Mais c'est sûr que plus qu'on attend et plus que la fenêtre va être assez petite après le tournoi pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais j'ai un peu le sentiment qu'après ce tournoi-là, les dirigeants de la MLS et des équipes vont juste vouloir se reposer un peu parce que ça va être beaucoup de logistique, j'ai l'impression. Oui, ça va peut-être être une sorte de tournoi de pré-saison avant de recommencer peut-être une saison MLS écourtée en
peut-être fin août ou début septembre. Et on va voir un petit peu comment font justement les voisins et voisines de la MLS. On va commencer avec toi, Daniel, pour parler un petit peu de la Canadian Premier League. Il y a eu la Première Ligue canadienne, pardon, pour les francophones, on va essayer de donner les deux noms. Il y a eu plusieurs actualités récemment. Donc avant de parler du plan de déconfinement, je voulais qu'on parle un petit peu de l'Atlético Ottawa, qui est la franchise d'expansion. Ils ont récemment sorti un maillot qui ressemble forcément à celui du club mère, l'Atlético Madrid. Comment peux-tu nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire par exemple sur ce que les supporters ont pensé de leur maillot et est-ce qu'ils sont contents que ce soit, à quoi ressemble le premier maillot de l'histoire d'Ottawa? Eh bien, selon ce que j'ai vu sur les médias sociaux, il semble les supporters du club et les supporters de la Ligue en général attendaient avec impatience. C'est sûr que c'est pas une grande surprise. C'était inévitable que le rayé rouge et blanc soit utilisé. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que lors de la présentation, ils ont dit que le rayé rouge et blanc, c'est également les couleurs du Canada, ce qui n'est pas faux. Également, derrière, il y a une feuille d'érable. Donc, pour ceux qui ont déjà vu le drapeau du Canada, c'est ce qu'ils trouvent sur le drapeau. Donc, également, on a vraiment essayé d'utiliser la thématique canadienne tout en respectant les couleurs du club. Par exemple, sur les bordures de manche, il y a la couleur bleue. On dit que c'est pour l'eau du canal Rideau qui est à Ottawa. Donc, on a vraiment essayé d'utiliser la culture, parce que vous savez tout ce qui est dans le logo de l'Atlético Madrid, il y a du bleu et que les shorts sont bleus. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment utiliser les couleurs de l'Atlético avec une thématique canadienne. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment des déceptions parce que c'était un peu inévitable. C'est-à-dire, on savait probablement tous, vu le logo du club, que les couleurs allaient fortement, et aussi en comparant avec les autres expériences de l'Atlético Madrid à l'étranger, c'était inévitable que les couleurs allaient être fortement inspirées de celles de l'Atlético Madrid. Mais dans l'ensemble, Macron, l'équipementier de la Ligue, a fait du bon boulot, là, quant à moi, puis je pense que c'est pas mal. Je pense qu'ils n'auront pas de difficulté à vendre des maillots une fois que la saison va commencer. Mmh. Oui, je suis assez d'accord avec toi, je les aime bien et je trouve qu'ils ont l'air un petit peu plus on va dire, appropriés pour Ottawa que par exemple ce qu'a fait les Red Bulls, par exemple en MLS, où les maillots sont vraiment quasiment les mêmes que ceux des autres clubs du groupe Red Bull. Là, je trouve que pour l'Atlético Ottawa, il y a une certaine touche canadienne, comme tu as dit, avec la feuille derrière et puis les collerets et les côtés sur les manches en bleu, que j'ai bien aimé. Et donc, on va parler un petit peu de cette prochaine saison de Canadian Premier League. Alors, le confinement a bien entendu arrêté, on va dire, la saison n'avait pas commencé, donc a repoussé le début de la saison de Canadian Premier League. Et j'ai vu notamment que la CanPL a demandé des aides financières au gouvernement canadien, c'est ça? Exactement, oui. La Ligue a demandé une aide financière de 15 millions de dollars canadiens. Par comparaison, la Canadian Football League, qui est la Ligue de football canadien, qui est un peu le pendant canadien de la NFL, a demandé 150 millions. Donc, 15 millions. Les 150 millions, on a offusqué plus d'un. Parce que c'est une ligue qui existe depuis 100 ans. Donc, c'est pour ça en a offusqué plus d'un. Mais le 15 millions de la Canadian Premier League, honnêtement, pour une ligue qui vient de commencer, qui n'a pas encore des revenus faramineux, qui est pas, vous savez tous que quand on lance un projet, peu importe, que ce soit dans le sport, dans d'autres domaines, on ne s'attend pas à faire toujours de l'argent au jour 1. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on avait vu les états financiers du Valor FC, ils ont fait des pertes de 200-300 000 dollars canadiens la première année. Donc, je pense que c'est raisonnable de demander 15 millions séparés en 8 clubs. Là. Je pense que c'est tout à fait raisonnable pour pouvoir permettre à la Ligue de pérenniser, là, de survivre au moins cette année. C'est vraiment une année de survie, là, quant à moi. Là. Mmh. D'accord, ouais, parce que la deuxième saison va être assez primordiale avec justement un nouveau club. Et vous aviez eu David Klenakel en interview avec Adi Raphaël sur le podcast C'est Accélérable, donc qui est le commissaire de la Ligue de la Canadian Premier League. On vous invite à écouter cet épisode qui était très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur justement cette première saison inaugurale de CanPL. Et qu'est-ce que tu peux nous dire justement de son plan à David Klenakel pour le retour de la Canadian Premier League? Est-ce que, comme en MLS, on se dirige vers une saison dans une seule location?
Eh bien, à l'époque, David Callahan était autant avec nous qu'avec d'autres médias. Il avait dit que jouer à huis clos, ça ne serait pas une option. Ça veut, comprendra qui voudra qu'en fait, c'est qui dépendent fortement des revenus de la billetterie. Là, depuis, la position a vraiment évolué. Il a mentionné que ça se dirige vers cette option-là. Cette semaine, il y a eu un article sur le site de la Canadian Premier League qui indiquait que la Ligue a fait des démarches auprès des différentes instances pour pouvoir avoir l'autorisation de rejouer. Le vendredi, le 29 mai, on a eu la très bonne nouvelle que le HFX Wanderers va reprendre l'entraînement parce que dans leur province, il n'y a pas beaucoup il n'y a plus vraiment de cas. Là, il y a les informations ont fuité au niveau les informations de médias officiels. CBC, qui est la chaîne de télévision d'État, a annoncé sur son site Internet que ça pourrait se jouer dans la plus petite province du Canada qui s'appelle l'île du Prince-Édouard. Pourquoi là-bas? Parce que l'île du Prince-Édouard est déjà avancée dans son déconfinement. Même les rassemblements intérieurs sont permis, mais limités. Donc, la province n'est plus vraiment touchée par le COVID-19. Elle est isolée. Donc, ça serait un plan intéressant. Il y avait des rumeurs aussi pour Winnipeg, là où joue le Valor. Il y avait des rumeurs pour Victoria, là où joue Pacific FC. Donc, on attend l'officialisation de la Ligue. C'est sûr et là, ce qu'avait annoncé l'article de CBC, c'était que la Ligue avait un plan pour reprendre une saison de 36 matchs en 60 jours. Le problème, c'est que quand on calcule 36 matchs en 60 jours, ça fait 9 journées parce qu'il y a 8 équipes, donc 4 matchs par journée. Donc, 9 journées, ce que ça veut dire qu'il y aurait, par exemple, une fois contre chaque adversaire, ça veut dire 7 matchs, puis après ça, 2 matchs de play-off. C'est pas clair. Moi, je pensais que ça aurait été possible de faire, par exemple, un aller-retour en terrain neutre. Par exemple, chaque équipe s'affronte 2 fois, ce qui ferait 14 journées x 4. Donc, je pense qu'on va en savoir davantage, mais l'idée du terrain neutre, je pense que la Ligue n'a pas eu le choix de l'accepter parce que il faut, de un, pour ses engagements envers Mediapro, son diffuseur officiel, et de deux, les joueurs ont été payés malgré qu'il y a eu des ententes pour différer les salaires. Et le modèle de la Ligue est basé sur les transferts. Donc, si on veut vendre des joueurs, il faut bien les exposer, non? Oui, je comprends. Ouais. C'est marrant que tu parles des médias d'ailleurs, parce qu'en MLS, c'est pour ça en fait que ils vont jouer à Orlando, parce qu'ils vont jouer dans un complexe qui appartient à Disney, qui est via ESPN, un des diffuseurs de la Ligue. Donc on a aussi cette contrainte des diffuseurs télé en Canadian Premier League. Et tu parlais des joueurs justement. On sait que les joueurs de Canadian Premier League sont beaucoup moins payés qu'en MLS, entre apparemment 30-40 000 dollars annuellement, si je ne me trompe pas, de Canadiens. Est-ce que, sachant qu'ils ont une sorte de, un syndicat de joueurs qui est beaucoup plus jeune qu'en MLS, qui, il me semble, venait d'être créé, est-ce que il y a des discussions pour justement baisser le salaire durant le temps de cette pandémie? Oui, en fait, il y a quelques mois, il y avait eu une annonce que les joueurs se sont vus proposer une entente de réduction de 25% du salaire qui allait être différée. Et c'est quelques jours après que le syndicat des joueurs, l'association des joueurs a été annoncée. Seulement, cette association n'est pas encore reconnue par la Ligue. Donc, de ce que j'ai vu, les joueurs ne semblent pas être trop au courant de ce qui se passe actuellement, puisqu'ils n'ont pas leur porte-parole n'est pas encore officielle. Donc, ça crée un peu d'incompréhension, je crois, là, de la part des joueurs. Parce que c'est sûr qu'ils aimeraient en apprendre davantage sur l'évolution de la situation. Si c'est en terrain neutre pendant 60 jours, c'est sûr que c'est moins grave, surtout dans une province où il y a plus de cas depuis un mois, là. Donc, c'est sûr que c'est pas la même situation que les États-Unis où il y a pas vraiment de zone qui n'est pas touchée pour le moment, où ce serait intéressant de le faire. Donc, ça n'est pas du tout dans la même dynamique, mais n'empêche que de jouer sur terrain neutre pendant une période longue, éloigné de la famille peut-être,
ça peut être désagréable pour n'importe qui. Ouais, non, c'est clair, surtout pour peut-être les joueurs qui sont loin de leur famille, d'où les pays sont plus ou moins touchés. C'est clair que ça peut être beaucoup plus compliqué. Et on va passer maintenant à une ligue qui a beaucoup plus de certitude en attendant, la NWSL, la première division féminine, qui est surprenamment celle qui a le plus de certitude sur son retour, puisqu'elle a déjà officialisé la Challenge Cup. Elodie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi va consister cette Challenge Cup qui va donc faire revenir les équipes dès le 27 juin? Alors oui, la Challenge Cup, c'est un mini tournoi, on va dire, estival, une mini Coupe du Monde qui va avoir lieu du 27 juin au 26 juillet dans l'Utah. C'est l'Utah qui a été choisi pour faire cette compétition. Et donc, ça va être organisé sous forme de poules. Il y aura 3 poules de 3 équipes. Et les 8 meilleures seront automatiquement qualifiés pour les quarts de finale, et ensuite il y aura les éliminations directes jusqu'à la finale et jusqu'à la grande gagnante. D'accord, donc si les 8 meilleurs sont les 3 poules de 3, ça, donc il y a une seule équipe qui va être disqualifiée? C'est ça, c'est un peu le problème. Alors il y a beaucoup qui ont posé la question, mais pourquoi on élimine une et pas éliminer la moitié pour qu'on passe directement au quart? Et la Ligue a trouvé l'idée de faire passer 8 pour dire voilà, ça va encourager en fait les coachs à faire tourner leurs effectifs. D'accord, ouais, la pauvre équipe qui va être éliminée, c'est vrai que c'est dommage. Tu l'as dit. Ça, c'est un peu la honte, quoi. Ouais, vraiment, ouais. Et tu as dit le tournoi est en Utah, et je vais me tourner juste vers Anthony pour une question, parce que l'Utah, il va se jouer, il me semble, dans le stade des Royal Monarchs, qui est la réserve USL du Real Salt Lake. Anthony, ils ont eu de très bonnes installations dans les Royal Monarchs. Oui, effectivement, ouais, c'est ça, le Real Monarchs, c'est un petit stade de 5000 personnes. Je crois que les Utah Royals jouaient déjà à ce stade-là, donc c'est quand même connu de l'équipe de l'Utah, qui est également possédée par le Real Salt Lake. Et même, je crois, directement à côté du stade, il y a un hôtel, si mes souvenirs sont bons. Donc, il y a moyen d'accueillir les joueuses. Donc, je pense que c'est parfait. Et c'est pas pour rire des Monarchs ou rien, là, mais le stade semble assez isolé de la population. Donc, je pense que ça va aller. Bien évidemment, aucun fan n'aura le droit de regarder les matchs, hein, comme pour ce qui se trame dans les autres ligues. Mais Elodie, on a une surprise un petit peu. On a vraiment quelque chose qui est assez surprenant pour la NWSL, c'est que comparé à Canadian Premier League ou à la MLS, où justement on parle de réduction de salaire, il semblerait que l'association de joueurs a réussi à garder les mêmes salaires pour tous les joueuses de NWSL, avec en plus des garanties au niveau de la santé. Est-ce que c'est un petit peu, la saison devait commencer, aurait déjà dû commencer, il me semble. Est-ce que il y a des joueuses qui s'opposent à ce retour, ou est-ce qu'elles sont plus ou moins d'accord avec les plans de la Ligue? Alors oui, il y a des joueuses qui s'opposent. Aucun n'en a fuité. Les seules informations qui ont, entre guillemets, qui ont été dites, c'est que 7 joueuses de l'équipe nationale américaine refuseraient de jouer, dont 5 titulaires. Donc en fait, les raisons de leur refus seraient la raison du Covid, les raisons sanitaires, des raisons personnelles, et puis le fait que les pelouses qui vont être utilisées sont synthétiques. Donc à un an des Jeux olympiques, en fait, elles hésitent, on va dire. Mais aucun nom n'a cité, en tout cas. Ce qui est marrant, c'est parce que l'équipe féminine déjà se bat contre la fédération américaine pour ne plus jouer sur du synthétique, donc ce serait ironique qu'elle revienne sur du synthétique. C'est ça. Oui, et d'ailleurs, je pense qu'il y a un problème qui peut être posé. Par exemple, la famille de Dom Dwyer et Sidney Leroux, ils ont des enfants et les deux sont joueurs de soccer professionnel. Si les deux doivent aller en confinement, faut bien qu'il y en ait un qui reste à la maison, soit Mme Leroux ou Dom Dwyer. Donc, à un moment, il va falloir faire des choix et c'est assez triste d'en arriver là. Et puis, juste pour revenir aussi au fait que tu parlais
internationales américaines qui n'étaient pas forcément, enfin certaines n'étaient pas d'accord avec le plan. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'association des joueuses de NWSL qui a réussi à renégocier, pas avoir de baisse de salaire, ne négocie pas pour les joueuses américaines, parce que les joueuses américaines sont payées directement par la fédération américaine, non pas par la ligue. Donc ça a posé de nombreuses questions, j'imagine. Pour la Challenge Cup, Elodie, est-ce que tu sais si en théorie toutes les équipes, les équipes devraient participer, mais est-ce que tu sais si ça serait en fait toute la saison de NWSL ou si après cette Challenge Cup, il y aurait une saison NWSL plus normale, entre guillemets? Alors pour le moment, en fait, personne ne veut se prononcer parce qu'ils savent pas du tout comment ça va se passer en fait au niveau de l'épidémie. Donc ils ont juste dit voilà, le tournoi se fera si les équipes, s'il y a assez de joueuses par équipe, bien sûr. Mais voilà, après ils veulent pas se prononcer. D'accord, ok. On verra. Alors j'imagine qu'en MLS et en KNPL, ce sera un peu la surprise. Et on va parler un petit peu aussi de l'actualité de la NWSL avec toi, puisqu'on t'a sous la main. Déjà, qu'est-ce que tu penses des maillots qui ont été jusque-là relâchés par la Ligue? On a vu notamment de très beaux compliments envers le modèle du Portland Thorns tout noir. Mais j'ai aussi vu passer le maillot de Chicago pour la saison qui était très réussi. Qu'est-ce que tu as pensé de toutes cette nouvelle tunique de NWSL? Je trouve qu'elles sont très originales et très, très belles en fait. Un petit plus pour celui des Portland Thorns. Le maillot noir est vraiment très, très réussi. C'est en fait le premier maillot noir de l'histoire du club. Et j'ai trouvé très sympa l'idée que l'équipe qui s'occupe justement du design des maillots et l'idée de mettre les roses comme ça, qui est quand même, on va dire, le surnom de la ville de Portland, The City of Roses, et franchement, très, 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 très réussi. Et on parlait justement, en fait, je vais rebondir sur la KNPL aussi, parce qu'on reparlait en KNPL de l'Atlético Ottawa et l'Atlético Madrid. En NWSL, il y a un nouveau club, enfin, on va dire un club qui renaît un petit peu sous une nouvelle identité. C'est le Seattle Reign, qui devient le OL Reign, puisqu'il a été racheté par le club de Jean-Michel Aulas. Dis-nous, Elodie, est-ce que tu sais si les fans ont aimé le nouveau logo et si on doit s'attendre à voir aussi un maillot aux couleurs de l'OL français pour l'équipe des États-Unis, pardon. Alors, niveau logo, tout ce que j'ai vu passer, en fait, les fans sont très déçus parce que c'est vrai que le symbole de la sirène était très, très joli. Et en fait, là, de mettre un lion comme ça pour appeler celui de Lyon n'est pas, personnellement, je trouve qu'il n'est pas très réussi et je pense que les fans des l'OL Reign qui se sont, qui ont exprimé leur avis n'aiment pas forcément le logo. Ouais, c'est vrai que j'étais pas très fan aussi. Anthony, je sais pas si tu l'as vu ou Daniel, ce que vous en pensez? Je trouve que ça fait très OL, mais justement, on perd l'identité que les Rings avaient réussi à établir. Donc, c'est un peu dommage. J'aurais aimé que peut-être que l'Olympique Lyonnais fasse un peu plus comme a fait l'Atlético à Ottawa, ou même comment, c'est pas dans la même optique, ou même comment avait fait Seattle avec sa réserve, là, les Tacoma Defiance. C'est vraiment de créer une identité, parce qu'au final, les supporters ne supportent pas l'OL, ils supportent les Rings. Donc, Ouais, non, tu as entièrement raison. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se jouer. Mais en tout cas, ils joueront leur première saison sous le nom de OL Reign pendant cette Challenge Cup. Elodie, on aura un guide d'ailleurs que tu es en train d'écrire qui a l'air très sympa de ce que j'ai vu et qui va sûrement sortir au début de cette Challenge Cup pour vous présenter un petit peu les équipes et les différents talents qui seront sur la ligne de départ. On va ensuite passer un petit peu dans les divisions inférieures avec toi, Anthony, notamment. Pour la USL, forcément, beaucoup plus d'équipes, donc j'imagine que que peu de solutions sont trouvées pour le moment. Ouais, c'est ça. En ce moment-là, les dernières nouvelles officielles qu'on a eues, c'est il y a deux semaines environ. C'était toujours que les joueurs peuvent s'entraîner en petits groupes, mais que les entraînements collectifs n'étaient pas permis jusqu'à temps que la Ligue trouve une solution adéquate. Et la Ligue ne semble pas l'avoir trouvé. C'est comme tu dis, il y a beaucoup d'équipes, il y en a 18 dans chaque conférence. Donc, il y a pas vraiment de moyen humain de mettre 36 équipes dans la même hôtel. Et je pense pas que la USL a également les moyens de le faire.
Donc, je crois que qu'est-ce qui pourrait être mieux, c'est de diviser. C'est mon idée personnelle, là, c'est pas qu'est-ce que la USL a pensé, mais c'est de diviser la ligue en quatre conférences, donc des divisions pour avoir les équipes plus rapprochées. Et à ce moment-là, il y aurait peut-être la possibilité là, de les mettre à la même endroit. Je crois que ça serait moins dispendieux, il y aurait moins de déplacements. Et c'est ça, faire un peu comme en CanPL, là, 8 ou 9 journées afin d'avoir chaque équipe qui s'affronte une fois et par la suite, tu fais déménager les meilleurs de chaque division pour faire un mini tournoi à 4. Je crois que ça pourrait être bien, mais non. Je crois que les dirigeants de la USL ont toujours bien agi et je crois qu'ils vont trouver la solution optimale pour les équipes et les joueurs, là. D'accord. Ouais, je vois qu'en Nissa, qui est une autre division inférieure, division 3, ils ont l'idée de faire une sorte de petit tournoi estival aussi, mais comme tu as dit, ils ont beaucoup moins d'équipes que l'USL et ils voulaient intégrer quelques équipes amateurs qui pourraient plus tard jouer en Nissa. Donc en fait, c'est une sorte de tournoi pour aussi tester les clubs amateurs qui veulent le rejoindre, peut-être comme future expansion. Donc voilà pour ce qui est de la Nissa. Et Anthony, est-ce que tu en sais un peu plus pour les autres divisions inférieures, notamment la Ligue 2, la NPSL ou les autres divisions semi-professionnelles aux États-Unis? Ouais, en fait, je crois que la NPSL, qui est en quelque sorte la division 4 des États-Unis avec la USL League 2, eh bien, c'est ça, la NPSL a été une des premières ligues là, à annoncer officiellement là, qu'elle annulait sa saison. Elle l'a annoncé le 26 mars, donc aux États-Unis, là, ça faisait peut-être 3-4 semaines que que le COVID était bien implanté sur le sol américain. Donc oui, ils ont cancellé la saison. Donc les équipes, s'ils veulent faire des matchs, ça serait avec des matchs amicaux. Donc, oui, la NPSL a cancellé. Après ça, il y a la USL League 2 un mois après, donc le 30 avril, qui a également cancellé. Et la UPSL vient tout juste d'annoncer la semaine dernière là, qu'elle reprenait ses activités le 20 juin. Sur les États que c'est sécuritaire de le faire et sur une base volontaire. Donc, on le sait, la UPSL, c'est une ligue qui agit sous le promotion-relégation. Il y a quelques conférences qui ont plusieurs divisions. Donc, si une équipe ne veut pas jouer, il ne se fera pas reléguer. Là, c'est vraiment sur base volontaire. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être mis la promotion-relégation sur pause. Mais c'est ça pour les ligues amateurs là, aux États-Unis. Là, c'est pas mal ça. La majorité ont cancellé. Même les plus petites ligues d'État, j'en ai vu plusieurs que vraiment, c'est ça, annuler leur saison là, parce que je crois que vaut mieux être sécuritaire, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu. Et c'est ça. Donc, beaucoup d'annulations. D'accord. J'imagine que c'est à peu près la même chose au Canada. Daniel, toutes les Ontario, Québec, tout ça ont arrêté leur match. En fait, les ligues, elles n'avaient pas commencé. Donc, c'est un report indéterminé pour le moment. Là. Nous attendons tous le dernier communiqué qu'il y a eu de la part de la PLSQ au Québec, qui est dans la 3e division. C'était le 25 mars 2020. Les groupes Ontario non plus, il n'y a rien de nouveau, parce que c'est quand même 2 provinces qui sont fortement touchées par le virus. Donc, pour l'instant, rien de nouveau. De toute façon, le problème des billetteries se pose moins, puisque je sais qu'en PLSQ, il y avait peu de supporters. Il y en avait un peu plus en Ligue 1 Ontario. Mais tout dépendant un peu quel genre de mission ils vont se donner cette année. Est-ce qu'ils pour exposer un peu leurs joueurs ou leurs engagements qu'ils ont envers les joueurs et leurs commanditaires. Là. Donc, j'ai hâte de voir. Je pense que peut-être ça va attendre le début de la Canadian Premier League. Là. D'accord. C'est vrai que ça va être très compliqué pour pas mal de clubs amateurs qui ont peu de revenus. En tout cas, c'est le problème de ne pas pouvoir jouer en MLS notamment. Je pense que les clubs sont très très dépendants des billetteries, notamment dans certains territoires plus que d'autres. Donc, ça va être très compliqué de jouer sans spectateurs. Et voilà, je pense que c'est pour ça que le tournoi est aussi abrégé très rapidement. Et on espère tous que la situation s'améliorera petit à petit. Je crois qu'on a fait un peu le tour là, des États-Unis, on va pas pouvoir faire grand-chose. Est-ce que vous avez, messieurs, dames, un dernier mot à rajouter sur peut-être un détail qu'on avait manqué, ou tout est bon?
Moi, j'en aurais peut-être un petit sur la NPSL. Contrairement à plusieurs ligues où est-ce que la Ligue a remboursé les frais d'adhésion pour la saison, j'ai trouvé ça assez ordinaire que la NPSL garde la moitié des frais et l'autre moitié décide de le mettre en crédit pour la saison prochaine, sachant que dans le paysage du niveau amateur semi-pro aux États-Unis, il y a beaucoup de mouvements. Donc, les équipes qui en raison du COVID ou à cause de d'autres raisons, qui ne rejoindront pas la NPSL la saison prochaine, eh bien, ils viennent peut-être de perdre 5 à 6 000 $ américains. Donc, c'est assez dommage. Et contrairement à d'autres ligues, là, il y en a plusieurs qui avaient remboursé la totalité les frais. Donc, je comprends parfois qu'il y a un certain pourcentage de frais que tu dois garder pour garder ta ligue, comment je pourrais dire ça, en vie. Mais je crois pas qu'ils avaient besoin de tous les frais. Donc, je trouve ça assez ordinaire et ça a un peu fait un tollé dans le paysage amateur semi-pro aux États-Unis, là. D'accord. Merci Anthony pour cette actualité NPSL. Et Elodie, Daniel, un dernier mot ou on a tout dit sur vos divisions? Juste à dire qu'en fait, juste dire que le tirage au sort pour la Challenge Cup aura lieu lundi, donc déjà on saura un peu plus sur quelle équipe va se retrouver dans les différentes poules. D'accord, et on trouvera aussi, donc j'ai dit, ton guide à ce moment-là, je pense dans quelques semaines avant le début de la saison, le 27 juin. Donc, chers auditeurs, si vous voulez regarder la première division aux États-Unis à revenir dans le pays à jouer, ce sera sur Culture Soccer avec le guide d'Elodie sur la NWSL et puis ensuite avec la première division féminine. Et Daniel, un dernier mot? Bien, de mon côté, j'espère qu'on aura bientôt du soccer en Amérique du Nord dans toutes les divisions si possible et qu'on va pouvoir, ça c'est un vœu très pieux, j'espère qu'on va pouvoir aller voir des matchs en live cette année. Là. J'ai encore espoir, peut-être avant la fin de la saison ou la finale de la KNPL, où j'ai vraiment espoir là-dessus. Là. Peut-être, j'espère que ça va être possible, mais je sais que ce sera compliqué. Ouais, qui sait où on sera dans quelques mois. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce podcast. C'était très sympa de vous avoir, Elodie et Daniel. Je suis sûr qu'on se reparlera d'ici la fin de saison pour faire le point un petit peu sur vos ligues respectives. Merci Anthony de m'avoir accompagné pendant ce podcast et merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre chaque semaine. C'était un plaisir de vous retrouver encore une fois. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous du tweet ou du Facebook où vous allez trouver votre podcast pour nous dire ce que vous en avez pensé et quelle ligue semble faire les meilleures décisions pour le moment. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur vos plateformes si ce n'est pas fait, si vous nous écoutez sur Spotify ou iTunes ou YouTube. Merci à tous pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.